Bonjour à toutes et à tous. Donc pendant cette heure, on va parler des conséquences sanitaires, des conséquences humaines, sociales que ça a pu avoir. Et puis on va se demander comment on a fait face à cette irruption du coronavirus dans nos vies. Alors ce webinaire va se dérouler en trois parties. Tout d'abord, nos deux intervenants vont nous présenter un exposé sur la manière dont ce choc Covid a été reçu. Bruno Rioux, donc doyen de la faculté de médecine Sorbonne Université, nous en parlera au plan médical et hospitalier. Et puis Claire Crignon, qui est maîtresse de conférences en philosophie à Sorbonne Université, en parlera au plan, disons, plutôt individuel. Dans un deuxième temps, une étudiante et un étudiant de Sorbonne Université poseront des questions. Et puis enfin, on va prendre les questions du chat, les vôtres. Donc, alors deux mots pour simplement vous dire que ce webinaire, il est enregistré et qu'il sera diffusé ultérieurement en replay sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Je vous rappelle que les micros sont coupés et vous pourrez poser vos questions via le chat. Donc, je transmettrai ensuite ces questions à nos intervenants et j'espère que j'aurai l'occasion et la possibilité d'en poser un maximum. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Bruno Rioux, doyen donc de la faculté de médecine de Sorbonne Université et directeur médical de crise de la PHP pour l'épidémie Covid-19. Merci Madame Marbouillet. Je vais donc essayer de faire une vue un peu générale de cette crise sanitaire liée au SARS-CoV-2, donc la maladie Covid. Ce qu'il importe de bien comprendre, c'est d'abord que c'est une maladie finalement très particulière, puisqu'elle va être à la fois pas très mortelle, hein, la mortalité est assez faible, elle est aux alentours de 0,3 à 0,5%, un peu plus que la grippe quand même, et par contre, c'est un virus extrêmement contagieux. C'est la caractéristique habituelle des virus qui sont contaminants par voie respiratoire. Et donc, l'ensemble fait que, bien que peu mortelle, elle va se traduire par des conséquences chez les patients considérables parce qu'un très grand pourcentage de la population va être touché. Finalement, c'est pour un virus la meilleure façon de se développer, de s'étendre, que d'avoir ce compromis entre une très grande contagiosité et une faible mortalité. Si on veut comparer par exemple avec le virus Ebola, qui est associé à une mortalité horrible d'environ 50%, ce n'est pas un virus qui a particulièrement réussi, justement à cause de cette mortalité très importante qui limite sa propagation. Là, au contraire, on a toutes les caractéristiques pour faciliter une pandémie mondiale et c'est ce que nous avons observé. Cette pandémie mondiale, elle touche une population quasiment vierge de tout contact avec les coronavirus. Bien que on ait déjà eu des épidémies, vous vous souvenez du SARS qui avait touché la Chine et puis d'autres pays, très peu l'Europe, et puis le MERS-CoV, aussi un coronavirus qui touche essentiellement l'Arabie saoudite, toute la péninsule arabique, et qui fait que de temps en temps, on a des patients qu'on accueille, y compris en France. Et puis, il y a des coronavirus qui se sont installés dans la vie courante, que vous ne voyez même pas, qui sont responsables tous les ans de petits rhumes, de choses tout à fait anecdotiques, et d'ailleurs, on ne les recherchait pas parce que ça n'avait pas de conséquences cliniques. Là, on est dans une pandémie mondiale dont vous suivez tous les jours la progression en termes de nombre de morts, en termes de patients en réanimation, et avec des conséquences à la fois sociétales, économiques considérables. Maintenant, si on regarde dans le passé, on a oublié un petit peu qu'on avait déjà essuyé des épidémies, des pandémies avec des conséquences graves. Souvent, on cite la grippe espagnole qui a suivi la Première Guerre mondiale, qui s'est traduite par des millions de morts, mais on oublie les deux dernières épidémies qui ont touché sévèrement la France, qui sont d'ailleurs des grippes, les grippes asiatiques des années 57-58 et celles des années 67-68 qui se sont traduites par un pourcentage de mortalité non négligeable. Et c'est assez drôle parce que si l'on regarde les médias de l'époque, on en a fait peu de cas et la mémoire a oublié ces événements-là, quoique récemment, le professeur Della Monica, qui est un grand infectiologue de Nice, se rappelait, il est maintenant à la retraite, le temps où il était externe à Lyon et où il recevait des malades par dizaines au CHU de Lyon qui étaient atteints de cette grippe et qui venaient mourir à l'hôpital. Donc on voit bien qu'on n'a pas forcément, alors que ce n'est pas si loin de nous,
enregistrer toutes les conséquences de ces maladies infectieuses lorsqu'elles prennent des dimensions épidémiques. Aujourd'hui, la crise Covid est responsable d'infections très nombreuses et aussi d'hospitalisations beaucoup moins nombreuses, mais du fait que ça touche une énorme partie de la population, on se retrouve avec des hôpitaux qui doivent accueillir beaucoup de patients. Cette maladie touche particulièrement de manière grave les patients âgés, donc on voit arriver sur les hôpitaux des patients âgés qui sont à très haut risque de mortalité, de la même façon que des patients qui ont des comorbidités. Et surtout, les lits de réanimation sont occupés de plus en plus. On l'a vu avec la première vague, la deuxième vague, et aujourd'hui, alors qu'on est dans une prolongation de cette deuxième vague, une occupation des lits de réanimation qui est considérable, qui a obligé, lors de la première vague, à créer des lits de réanimation supplémentaires partout où on pouvait, qui nous a obligés à transférer dans d'autres régions de France, voire à l'international, des patients. Mais cette crise Covid, elle n'a pas que des conséquences sur les patients qui attrapent la Covid, il y a aussi des conséquences considérables sur les autres patients. C'est-à-dire que pour pouvoir accueillir ces patients Covid, on a été contraint, surtout dans la première vague, de ne plus soigner les patients Covid. Et ça a eu des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur, par exemple, le dépistage des cancers qui a été retardé et on va payer le prix dans les mois, dans les années qui viennent. Et puis, les mesures qui ont été prises, le confinement lors de la première vague, le confinement partiel dans lequel en fait on est en ce moment, ont eu pour conséquence des conséquences sociétales, psychologiques. On voit la recrudescence de consultations en psychiatrie. Les hôpitaux psychiatriques ont parfois été volontiers débordés, la pédopsychiatrie particulièrement. Et puis, commence à arriver ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire des complications à long terme, au-delà de 6 mois, 1 an, d'environ 10% des patients qui ont attrapé la Covid. Et là, il ne s'agit pas seulement des séquelles de réanimation, mais aussi de séquelles ou de complications qui touchent les patients qui avaient des formes pas forcément graves de Covid. Et on sait que là aussi, ça va avoir un poids en termes de poids sur le système de santé assez important. Alors, il y a aussi des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que ce virus n'a quasiment pas touché les enfants. Imaginez juste si on avait dû faire face, en plus, à une atteinte avec des formes graves chez les enfants. Et puis, par contre, des mauvaises nouvelles plus récentes avec les variants. On vient d'apprendre par une publication du British Medical Journal qui confirme ce que l'on supposait, à savoir que le nouveau variant anglais, non seulement il est plus contagieux, 50 à 70% plus, mais il est aussi beaucoup plus mortel, puisqu'on considère que la mortalité est augmentée dans cette étude de 64%. Sur le plan thérapeutique, finalement, comme toutes ces maladies virales aiguës, on n'a pas beaucoup de choses à proposer qui soient efficaces. Pour les patients de réanimation, il y a eu les corticoïdes qui ont amélioré un peu les choses, mais ça reste à la marge en termes de pourcentage de patients sauvés. Et finalement, les 2 seuls traitements qu'on a à notre disposition, c'est le confinement. Il a été pratiqué dans pratiquement tous les pays avec une efficacité sur le contrôle de l'épidémie démontrée. Et puis, la vaccination. Et là, il faut bien dire que la vaccination est une réussite considérable d'une recherche qui dure depuis 10 ans sur les vaccins ARN messagers. Une très bonne surprise parce que l'efficacité des vaccins est assez remarquable. On n'en attendait pas une aussi bonne efficacité que ce que l'on a pu observer. Et puis, dernier traitement efficace, les gestes barrières, le fait d'être socialement isolé, de porter un masque, d'utiliser le sérum hydroalcoolique. Et il ne faut pas oublier un geste barrière aussi très important, c'est l'aération des pièces. Ça, c'est une donnée qu'on connaît depuis les années 50. L'aération dans les urgences au Pérou permettait de diminuer la contamination du personnel soignant par la tuberculose. C'est des données que connaissent parfaitement bien tous les épidémiologistes depuis longtemps. La stratégie face à cette épidémie Covid est variable d'un pays à l'autre. Clairement, la situation actuelle, notamment en Île-de-France ou en France, pour moi est assez incompréhensible et vouée à l'échec de toute façon. Bien qu'on ait mis en place des mesures de plus en plus restrictives,
finalement, depuis mi-décembre, on est sur un plateau ascendant. Les hôpitaux sont en train de déborder dans certaines régions et finalement, c'est du temps perdu parce qu'on est resté à un très haut niveau d'épidémie. L'épidémie, en plus, augmente parce que les variants sont beaucoup plus contagieux. Et en fait, il faut dire qu'on n'a pas de contrôle de l'épidémie, y compris en Île-de-France, depuis mi-décembre, ce qui est quand même un problème. La vaccination va être probablement très efficace, mais à long terme, pas tout de suite. Il va falloir avoir vacciné un pourcentage de la population suffisant, auquel vous pouvez rajouter ceux qui vont s'immuniser naturellement en attrapant la Covid. Grosso modo, on commencera à avoir des effets significatifs sur la propagation de l'épidémie quand on aura appelé ce qu'on appelle l'immunisation collective, qu'elle soit vaccinale ou naturelle, pour au moins les 2/3 de la population avant que ça ait un effet réellement significatif. Et d'ailleurs, l'effet de la vaccination, on le voit sur les patients les plus âgés, où là, le choix de la France de vacciner les plus âgés, ceux qui sont en EHPAD avec des comorbidités, commence déjà à se faire sentir, puisque l'âge en réanimation commence à diminuer un peu. Et l'âge en hospitalisation également. Maintenant, l'épidémie n'étant pas contrôlée, on continue à remplir et les hôpitaux et les réanimations. Je terminerai juste sur deux aspects. La gestion de la crise. Manifestement, alors que c'est inscrit dans le plan blanc, la direction médicale de crise n'était pas encore établie partout. On n'avait pas forcément suffisamment formé de médecins à cette gestion de crise. Je dois dire que j'ai eu la chance à l'assistance publique d'avoir immédiatement, dès la première vague, la mise en place d'une direction médicale de crise. Et je ne suis pas tout seul, je suis le directeur médical de crise, mais il y a des directeurs médicaux de crise dans chaque groupement hospitalier, dans chaque site hospitalier, ce qui permet à la PHP de réagir à la crise d'un jour à l'autre de manière univoque, uniforme, consensuelle et en partageant les informations, ce qui a été quelque chose d'assez exceptionnel. Par contre, cette façon de gérer la crise, où il faut savoir souvent se placer hors du cadre, n'a pas toujours été bien comprise au niveau des institutions, que ce soit le ministère, les ARS, pour pouvoir changer de paradigme et pouvoir mieux réagir. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est demain, parce qu'on risque d'avoir, comme j'ai pu l'écrire avec René Piarou dans Le Monde, une divergence, une dichotomie entre les pays qui seront avec une politique zéro Covid et ceux qui, peut-être comme la France, acceptent de vivre avec le Covid. Ce n'est pas forcément une bonne chose, surtout pour un pays comme la France qui se veut être la première destination touristique. Qui viendra dans un pays comme la France si ce pays reste avec la notion qui reste du Covid? Et puis même au sein de l'Europe, on peut imaginer, on le voit déjà avec des politiques divergentes, on peut imaginer des distorsions entre ce qui se passe de part et d'autre des frontières de la France. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule et je passe la parole de nouveau à Françoise Marmouillet qui va, je pense, la passer à Claire Crignon. Exactement, Claire Crillon, je vous passe la parole. Donc, vous êtes maître de conférence en philosophie à Sorbonne Université et vos recherches portent, je crois, sur la philosophie médicale et les humanités biomédicales. On vous écoute. Oui, donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais effectivement donc, rebondir sur le propos de Bruno Rioux et expliquer un petit peu comment j'ai proposé quelques réflexions au sujet, en particulier de ce qu'on a appelé la première vague et l'arrivée donc, de cette crise au printemps dernier. Donc, pour le volume auquel vous avez fait référence, donc Sorbonavirus qui doit apparaître au printemps. Alors, je voudrais en fait essayer en revenant sur le titre qui a été proposé pour ce webinaire, donc la survenue de ce choc, enfin le choc de la crise Covid, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi justement je suis assez réticente à l'idée de parler de choc. Et je vais proposer plusieurs notions alternatives. D'abord, la notion de dissonance et puis ensuite la notion de crise qui me permettra peut-être de poser la question justement de qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour surmonter cette crise à laquelle nous sommes confrontés.
Donc d'abord, dissonance, dans l'article que j'ai soumis et que j'ai proposé pour le volume, j'ai essayé de réfléchir sur cette notion de 3e ligne, hein, de cette notion de spectateur de la pandémie, puisque vous vous souvenez qu'au moment donc, du premier confinement, on a parlé d'une première, d'une deuxième, d'une troisième ligne. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'était le fait qu'il y avait une certaine tendance à se concentrer sur l'aspect biomédical de la crise sanitaire, la recherche des causes extérieures de la maladie, ce qui est tout à fait normal, puisque l'urgence première, c'était de chercher des traitements et de chercher un vaccin. Mais ça a eu aussi comme conséquence le fait que peut-être on a laissé un petit peu de côté la question des effets intérieurs de cet événement dans nos vies, donc de ces effets en termes aussi de réaction affective, réaction émotive, réaction passionnelle par rapport à l'arrivée de cette pandémie. Donc, pourquoi est-ce que je parle de dissonance? Parce que je crois qu'en fait, cette expérience que nous avons faite et que nous continuons à faire, vous avez souvent peut-être entendu des gens vous dire qu'ils avaient l'impression de vivre dans une série télévisée ou un sentiment d'irréalité, et c'est ce que j'appelle la dissonance, c'est-à-dire l'écart qu'il peut y avoir entre ce à quoi nous sommes habitués, ce dont nous avons l'habitude, ce qui nous est familier, le monde dans lequel nous évoluions sans trop nous poser de questions, et ce qui est arrivé, qui finalement était difficilement explicable pour l'esprit. Et cette dissonance, eh bien, l'esprit en fait n'aime pas trop les dissonances, donc c'est quelque chose qui suscite généralement pas mal d'affects négatifs, de la crainte, de l'angoisse, éventuellement de la panique, et c'est le type de situation qui est très propice à un certain nombre de phénomènes qu'on a pu observer, à savoir le fait de se tourner vers des remèdes miracles, le fait de rechercher des gourous, le développement de la superstition, le développement d'un certain nombre de croyances un petit peu irrationnelles. Et c'est là peut-être que effectivement la philosophie peut avoir un rôle, puisque une des fonctions de la philosophie, c'est d'essayer de trouver des réponses à ces situations de dissonance et d'essayer de prendre un petit peu de recul aussi sur les événements. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est justement commencer à proposer des notions peut-être alternatives par rapport à cette notion de choc, et en particulier la notion de crise. Donc, pour ça, donc, je parle d'un recul, un recul qu'on peut essayer de travailler avec une approche philosophique, mais je voudrais aussi insister sur l'importance, et pour moi ça va de pair, d'une approche historique de ces questions. Je voudrais rebondir sur ce que disait Bruno Rioux à l'instant, à savoir sur le fait qu'on n'est pas totalement démunis pour penser ce qui nous arrive. Si on se réfère à l'histoire, hein, donc Bruno Rioux a rappelé donc les épisodes des grippes des années 50-60. Et je voudrais ici faire référence à une autre pandémie qu'on a connue plus récemment, qui est l'épidémie du sida. Je voudrais renvoyer en particulier à la lecture d'un ouvrage qui a été écrit par un historien de la médecine croate, dont le nom est un peu difficile à prononcer, qui s'appelle Mirko Grmek, et qui a écrit dans les années 80 une histoire du sida, que j'ai eu l'occasion de refeuilleter récemment, et vraiment le parallélisme avec la situation que nous vivons m'a vraiment frappée. D'abord, première chose, ce que dit Gormek, c'est que le regard en arrière de quelqu'un qui est médecin, puisqu'en l'occurrence, Gormek était médecin et en même temps historien, le regard en arrière donc, sur l'histoire peut être quelque chose d'utile pour le présent, hein. Et l'autre remarque qu'il fait aussi au début de son histoire du sida, il remarque qu'il est très difficile en fait d'aborder une situation de pandémie, une épidémie, avec la sérénité et le recul qui s'impose, avec le recul nécessaire. Mais on peut effectivement s'aider d'un certain nombre d'épisodes qui sont survenus par le passé. Ce qui souligne aussi, c'est qu'au moment où l'épidémie du sida est arrivée, elle a suscité des réactions extrêmement contradictoires. Il dit, au départ, on a minimisé, on n'a pas voulu croire ce que disaient les médecins, on les a accusés de vouloir, par le biais en agitant un danger imaginaire, réanimer un pouvoir symbolique, on a dénoncé des formes de répression, puis on a paniqué. Peut-être que les choses se sont passées dans un ordre différent pour nous, mais on retrouve quand même des réactions qu'on a pu observer. Et ce qu'il souligne aussi, c'est que finalement, de manière, comme l'a dit aussi Bruno Rioux, on oublie l'existence de ces fléaux parce qu'on s'est habitué à l'idée qu'on était épargné par de tels dangers.
Et si l'épidémie du sida a surpris, c'est parce qu'elle a, d'une manière assez paradoxale, comme il l'explique, montré que finalement, la médecine pouvait se retrouver mise en difficulté, pouvait finalement montrer une forme d'impuissance à un moment justement où on pensait que les maladies infectieuses étaient définitivement derrière nous, à un moment où on pensait qu'elles étaient vaincues. Alors, qu'est-ce que propose Grmec pour aborder justement cette situation-là et qui peut être utile aussi pour nous aujourd'hui? Bon, il propose un concept dont je n'aurai pas le temps de détailler ici le contenu, mais je peux dire très rapidement en quoi ça consiste. Il propose le concept de pathocénose. En gros, il s'agit de dire que les maladies forment une communauté et elles forment une communauté d'un double point de vue, à la fois d'un point de vue synchronique, du point de vue de l'évolution des maladies dans le temps, hein, donc tenir compte de la manière dont apparaissent des maladies ou disparaissent aussi des maladies, essayer de réfléchir sur ce qu'est une maladie nouvelle ou une maladie émergente, et puis de manière diachronique aussi, tenir compte du rapport entre les différentes maladies au sein d'une société et au sein d'une culture. Donc ça rejoint ce que disait aussi Bruno Rioux tout à l'heure. La survenue d'une épidémie a des conséquences sur le traitement d'autres types de maladies, sur le traitement des maladies chroniques. Donc il faut envisager tout ça ensemble et puis surtout il faut tenir compte des facteurs exogènes, hein, qui vont jouer un rôle sur l'apparition et le traitement de la maladie, à savoir les facteurs justement sociaux, les facteurs culturels, tout ce qui tient en fait aux modifications de nos comportements, de nos habitudes de vie, hein. Et là, on sait que pour la crise Covid, c'est quelque chose de très important puisque on sait que le brassage des populations, la mondialisation en termes de transport, d'échanges, etc., ont joué un rôle important dans la survenue de la crise, mais on sait aussi que cette épidémie, elle transforme nos habitudes de vie, elle transforme notre rapport aux autres, elle transforme la sociabilité et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'ensemble de ces facteurs, donc des facteurs qui ne sont pas seulement biologiques et médicaux, mais des facteurs qui sont aussi culturels, qui sont aussi sociaux et qui jouent un rôle extrêmement important. La dernière chose que je voudrais dire donc, par rapport à ce concept de pathocénose et son intérêt, c'est qu'il permet en fait de déplacer l'attention de la question de la recherche des causalités extérieures à la maladie vers finalement différents niveaux de causalité qui jouent ensemble. Donc, c'est très important quand on cherche à appréhender une maladie qui est complexe, c'est de jouer justement sur ces différents niveaux de causalité. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, à mon sens, de parler de crise et non pas simplement d'un choc, puisqu'un choc, c'est quelque chose qu'on subit en restant finalement un spectateur passif, alors que quand on parle de crise, eh bien, on va pouvoir peut-être retrouver une certaine marge d'intervention et un certain pouvoir, entre guillemets, sur les choses, en tout cas une position plus dynamique, plus active. Donc, je voudrais juste pour terminer vous conseiller une dernière lecture qui est un ouvrage qui est paru très récemment, qui a été écrit par un biologiste et un géographe que vous connaissez peut-être parce que c'est l'auteur de ce qu'on appelle la théorie de l'effondrement, Jared Diamond, qui, dans son dernier ouvrage « Bouleversement, les nations face aux crises et aux changements », propose une démarche que je trouve très intéressante pour essayer de penser comment on peut faire face à la crise en général, hein, et qu'on peut peut-être appliquer, je crois, à la crise Covid. Donc, pour le dire rapidement, en fait, ce que fait Diamond dans cet ouvrage, c'est il propose de partir du mode de résolution des crises qu'on peut affronter tous sur un plan individuel. Donc, comment est-ce qu'on affronte une crise sur un plan personnel, que ce soit la perte du travail, la séparation, le deuil, etc. Et est-ce qu'on peut appliquer ce mode d'approche d'une crise sur un plan individuel pour penser le défi que constitue une crise sur un plan collectif? Alors, ce qu'il souligne dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, les crises ne sont souvent que le point culminant d'un processus beaucoup plus lent, beaucoup plus invisible, qui se déroule sur une période très longue, donc avec un facteur d'évolution. Et ce qu'il souligne aussi, c'est qu'une crise, en fait, elle oblige l'individu ou la collectivité à essayer d'élaborer des méthodes d'adaptation. Étant précisé ici qu'adaptation ne veut pas dire se plier à un état de fait, parce que ça serait revenir à une position passive, mais faire du bouleversement l'occasion d'affronter des problèmes et des défis.
Je n'aurai pas le temps de détailler tous les facteurs qu'il donne qui vont permettre d'envisager la résolution d'une crise, mais je voudrais juste m'arrêter sur les 2 premiers qu'il mentionne, qui me paraissent très importants. Le premier de ces facteurs, dit-il, c'est reconnaître qu'on traverse une crise. Donc, ne pas être dans le déni, mais reconnaître qu'on traverse une crise. Et deuxièmement, reconnaître sa part de responsabilité dans la crise. Ce qui ne veut pas dire s'auto-flageller, mais faire un travail d'auto-évaluation honnête, être capable de circonscrire ce qui a fonctionné, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, ça implique effectivement, vous voyez, vraiment d'éviter d'être dans le déni ou dans l'accusation qui est la réaction la plus facile, qui consiste à dire, bah voilà, c'est de la faute des autres, c'est parce que telle chose n'a pas été faite qui ne relève pas de mes possibilités. Et ce qui est encourageant aussi dans cet ouvrage, il y a donc un dernier chapitre en guise d'épilogue dans lequel il évoque justement le rapport entre ces bouleversements et qu'affrontent les sociétés et la crise Covid. C'est que justement, Diamond souligne le fait que si on replace la crise Covid dans une perspective plus large, cette crise ne constitue pas en réalité une menace pour l'espèce humaine en tant que telle, hein. Certes, c'est un coup dur mondial pour l'économie en particulier, mais c'est un coup dur dont l'humanité se relèvera. En revanche, nous dit-il, d'autres dangers menacent notre espèce. Et si on peut, d'une certaine manière, voir un côté positif, entre guillemets, à cette crise, c'est dans la mesure où, effectivement, on peut faire de cette crise éventuellement une occasion pour se confronter à d'autres défis, hein, ce qui implique effectivement de faire ce travail d'auto-évaluation. Et donc, je termine juste par ce mot optimiste que je trouve en conclusion de cet ouvrage. Puisque ce que montre aussi Diamond, c'est qu'une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est que on a tendance, comme sur un plan individuel, chaque nation a tendance à vouloir résoudre le problème de manière individuelle, chacun de son côté. Or, cette menace ne pourra être surmontée que si toutes les nations unissent leurs efforts pour essayer de résoudre le problème. On sait très bien que si, comme le disait M. Rioux, la Covid continue à sévir en France, c'est un risque aussi au niveau mondial pour tous les autres pays. Et voilà, donc ce qu'il dit en conclusion, c'est que si effectivement on arrive à unir nos efforts pour résoudre cette crise, en dépit de la complexité du problème, ça peut nous donner finalement la confiance nécessaire pour essayer de résoudre d'autres problèmes et d'autres défis qui sont moins immédiatement visibles, et en particulier et en premier lieu, le changement climatique, qui est pour lui une des menaces les plus importantes. Voilà, donc je vous remercie, je terminerai par ces mots. Merci Claire. Avant de passer la parole aux 2 étudiants, je voudrais vous rappeler de bien adresser vos questions dans le chat à la direction Sciences, Culture et Société. Ça nous permet de bien centraliser, puis ça me permettra de les poser ensuite. Et donc, je vais passer la parole à Enola Tissandier, qui est étudiante en Master 1 de philosophie, parcours humanité biomédicale, et qui avait des questions, je crois, pour nos intervenants. Oui, bonjour. Alors, ma première question s'adresse aux 2 intervenants. Claire Crillon a parlé de l'importance d'unir les nations pour affronter la crise. Et est-ce que de la même manière, la crise sanitaire a eu une influence sur l'importance d'unir les disciplines au sein de l'université spécifiquement? Vous voulez que je commence? Oui, allez-y, peut-être Claire, oui. Donc, merci Enola pour cette question. Alors, il y avait, je dois dire déjà, avant l'arrivée de cette épidémie, un gros effort pour construire une réflexion interdisciplinaire entre les trois facultés, entre la faculté de médecine, la faculté des sciences et la faculté des lettres, en particulier autour de la cancérologie, qui a joué un rôle vraiment moteur dans notre capacité à unir nos forces pour proposer justement donc une réflexion historique et critique et pluridisciplinaire sur les questions en lien avec la maladie et la santé. Bien sûr, je pense que là, depuis le mois de mars, ce mouvement-là s'est accéléré parce que finalement, en particulier aussi autour du volume auquel j'ai fait référence tout à l'heure, on a vraiment élargi la réflexion à d'autres disciplines que
la médecine, la biologie, la philosophie, la sociologie. On est aussi allé chercher du côté de l'histoire, on est aussi allé chercher du côté de la géographie, puisque vous voyez dans tout ce que je viens de dire, ces questions aussi de territoire, de rapport à l'environnement, de déplacement, tout ça c'est extrêmement important pour aborder la crise Covid. Et on est aussi allé travailler avec nos collègues du CELSA, ce qui était déjà une collaboration en cours. Mais voilà, à mon avis, ça a quand même eu un rôle vraiment d'accélérateur dans la construction de ce dialogue entre les disciplines. Bruno Rioux, vous vouliez peut-être compléter? Alors, je vais juste raconter quelques expériences qui illustrent ça. La première, c'est le webinar qui a eu lieu en janvier sur la vaccination, organisé à la fois par Sorbonne Université et l'Université de Paris, où on n'a pas que causé comment on fabrique un vaccin, comment ça marche, comment ça va jouer sur l'épidémie, mais plein d'autres choses. On a fait appel à notre faculté des lettres pour la partie histoire de la médecine, parce que les questions qu'on se pose sur l'adhésion à la vaccination, on les retrouve dès le début dans les siècles passés. On a fait appel au CELSA pour traiter le sujet dans les médias, comment faire avec ce sujet. Et il y avait autour de la table toutes les autres disciplines plus classiques. Le deuxième exemple, c'est les séminaires qui se sont tenus pour la gestion de la crise Covid au sein de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, qui est notre CHU, commun à l'ensemble des universités, et où de très nombreux universitaires de Sorbonne Université et des autres universités parisiennes ou franciliennes se retrouvaient, et où là, on avait des gens d'horizons extrêmement variés. Pas que des infectiologues, des épidémiologistes ou des modélisateurs, mais des sociologues, des gens du droit, des gens de différents horizons qui venaient participer à la discussion collégiale de crise, finalement, comment on allait pouvoir fonctionner. Et puis, par exemple, je vais prendre un dernier exemple. On fonctionne avec des indicateurs de suivi de la crise au jour le jour. Dans la construction de ces indicateurs, dès la première phase, on a fait travailler tous les experts au sein de l'assistance publique, et c'était le plus souvent des universitaires, mais on a fait venir des gens de l'INRIA, on a fait venir des gens de l'école polytechnique pour travailler sur le big data, toutes les informations pour essayer d'en tirer des informations. Et alors que le ministère de la Santé en était encore à proposer l'admission en réanimation ou le nombre de morts qui sont des critères beaucoup trop tardifs pour évaluer la crise, on était capable, et on a sorti une publication avec de très nombreux auteurs, de très nombreux horizons, pour dire, voilà, si on veut avoir un peu d'avance dans la compréhension, il faut qu'on ait des indices basés sur les appels au SAMU, le pourcentage de PCR positifs, le pourcentage de visites à SOS médecins, le pourcentage de consultations aux urgences, etc., etc. Et ces indicateurs qui ont été mis en place très vite ont été repris ensuite par Santé publique France, et qui fait que maintenant, ils participent à la gestion de la crise sur à peu près toute la France. Voilà des exemples de multidisciplinarité qui ont été effectivement mis en place. Merci, Monsieur Rioux. Et de là, vous avez une autre question, je crois. Oui, elle s'adresse plutôt à Bruno Rioux, et vous avez commencé à y répondre un petit peu tout à l'heure. Il s'agissait de savoir si la vague de déprogrammation qui a eu lieu et a encore lieu actuellement a causé une perte de chance chez les patients non Covid en spécial. Malheureusement, c'est une évidence. Tous ceux qui s'occupent de cancer alertent. La dernière alerte très en colère a été celle d'Axel Kahn. Clairement, on va payer assez cher. Alors, d'une part, des interventions qui ont été déprogrammées, puisque la déprogrammation a été massive après la première vague. On a très vite compris qu'on ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là, qu'il fallait rattraper les choses. Ça a été la préoccupation très, très vite, notamment au niveau de l'assistance publique, de voir comment on pouvait rattraper le maximum de choses. Et dans la gestion de la deuxième vague, on a eu toujours cette préoccupation du Covid, non-Covid. Maintenant, qu'est-ce qui est sacrifié, pas seulement par les médecins, mais aussi par les patients qui ne viennent plus à l'hôpital, c'est tout le dépistage des cancers. Nombre de patients n'ont pas fait forcément leur coloscopie qu'ils avaient à faire pour dépister un cancer du côlon, soit parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital, soit parce que l'hôpital supprimait ces éléments de dépistage qui n'étaient pas immédiatement nécessaires. Tout ça fait qu'on sait qu'on a une surmortalité, on n'est pas capable de l'évaluer précisément parce qu'elle va durer dans le temps.
Ce n'est que dans les mois, années qui viennent qu'on pourra faire un bilan, mais on sait très bien que lorsque l'hôpital tourne l'essentiel de ses forces vers le Covid, on est obligé de sacrifier un certain nombre de choses. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi une autre conséquence, c'est les décisions qui sont prises de confinement ou de pseudo-confinement, de couvre-feu, qui ont des conséquences psychologiques parfois extrêmement lourdes chez les plus jeunes, on le voit, les pédopsychiatres nous le disent, ou chez les moins jeunes avec la crise psychiatrique qui a été celle qui a été observée, avec un effet retardé. Grosso modo, la crise psychiatrique, on ne l'a pratiquement pas vue au moment de la première vague. Mais c'est quelque chose qui est toujours observé dans une crise. Ce n'est pas au moment de la crise que ça se pose. C'est dans la sortie de crise. Et là, on a eu une vague, 2 vagues, on continue avec des conséquences effectivement importantes. Merci. Je vais passer la parole à Simon Pouzet, donc étudiant en 4e année de médecine, qui avait également des questions. Bonjour, j'aurais une question pour Monsieur Rioux, mais Claire Crignon peut aussi y répondre. Quel a été, donc vous avez commencé à y répondre, mais quel a été l'impact en fait de cette crise du Covid en mars 2019 sur la gestion actuelle? Et si Madame Crignon peut aussi réagir sur l'impact de la crise sur la réception actuelle. Alors, de manière très rapide, très vite, il y a eu du retour d'expérience sur cette crise. Par exemple, dans les Annales françaises de médecine d'urgence, il y a eu tout un numéro spécial qui a été fait pendant l'été, pendant la période calme, où on a fait travailler tous les services d'urgence pour rendre un retour d'expérience sur ce qui s'était passé. Et par exemple, j'ai écrit un des articles sur la direction médicale de crise, en quoi ça avait changé les choses. Et l'assistance publique, pendant toute cette période d'été, a fait un premier retour d'expérience pour se préparer à la deuxième vague, parce qu'on était tous persuadés que ça n'allait pas se terminer juste à une première vague. Et donc, toutes ces façons de faire fait qu'on a pu apprendre de la première crise, par exemple sur les patients non Covid, et voir qu'on devait, lors d'une deuxième vague, plus accentuer les choses sur la prise en charge des patients non Covid aussi, et puis plein de mesures qui ont été faites. Je trouve que du côté des autorités, on n'a pas suffisamment appris, notamment parce que les décisions ont été prises en retard pour la première vague. Alors, pas trop en retard, ça n'a pas été la catastrophe, mais on a frisé le débordement en Île-de-France et ça a presque débordé dans d'autres régions comme le Grand Est, qui n'ont survécu que parce qu'on a fait de l'évacuation sanitaire massive de centaines de patients. Et sur la deuxième vague, les décisions ont été prises aussi en retard. Et pour moi, l'absence de décision rapide, forte, comme j'ai pu le recommander dans Le Monde sur le fait qu'il fallait confiner vite, fort pour pouvoir agir rapidement, là aussi, on est dans la difficulté à prendre rapidement des décisions et à apprendre de l'expérience passée ou de l'expérience des autres. Curieusement, les Anglais, ils ont fait ni une ni deux, ils ont confiné brutalement avec leur variant anglais et ils ont eu raison. Et les Allemands ont fait de la même chose, les Danois aussi, et ils ont eu raison de le faire. Merci. Et puis Simon, je crois que vous aviez une question qui portait plutôt plus spécifiquement sur l'université. Oui, mais si Madame Crignon voulait réagir à la question. Non, allez-y avec votre question. D'accord. Voilà, c'était ma question portait sur le fait que la crise Covid a considérablement modifié la vie universitaire, que ce soit socialement ou pédagogiquement. Et j'aimerais bien savoir quelle est votre analyse sur ce qui aurait pu être fait ou fait autrement dans l'optique de l'amélioration continue. Peut-être Claire Crignon, du coup, pour commencer. Ok, je vous remercie pour cette question. Je pense que c'est en effet très important. Cette crise, il en a été question là maintenant depuis quelques mois, mais à mon avis un peu tard. Elle a eu des effets très importants sur les étudiants. Hein. On sait qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en détresse et qui abandonnent leurs études. Donc des effets psychologiques et sociaux très graves pour les étudiants. Je dirais aussi pour les enseignants-chercheurs, pour le personnel administratif, pour tout le monde, et aussi pour la recherche, hein, parce que très honnêtement, le temps consacré à la recherche a beaucoup diminué. C'est très compliqué d'assurer la continuité pédagogique tout en menant ces recherches.
Donc, c'est une période qui est vraiment une mise à l'épreuve pour l'université. Et puis, les universités sont maintenant fermées depuis de longs mois, depuis de trop nombreux mois. Et là, je crois qu'il va falloir vraiment réfléchir à trouver des solutions pour donner des perspectives à tout le monde, pour qu'on puisse inventer aussi. Je crois que c'est aussi important que l'université accepte d'évoluer, de bouger, d'innover, ça c'est certain. Mais néanmoins, notre métier passe par la transmission, par la présence corporelle, c'est quelque chose d'extrêmement important, par l'échange direct avec les étudiants et avec nos collègues. Et là, je crois que il y a vraiment un défi très important qui nous attend. Je crois que là encore, peut-être on peut s'aider de cette fameuse grille de résolution des crises et que regarder un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays. Quelles sont éventuellement les évolutions et comment d'autres pays se sont préparés aussi à cette situation au cours de l'été et comment on peut réfléchir à faire évoluer nos méthodes d'enseignement et de recherche en gardant peut-être des choses qui sont positives parce que pour certaines choses, pour certaines réunions, le visio est très utile. Mais en revanche, il y a vraiment une partie de notre métier qui est menacée quand on ne peut plus se voir. Et ça, je crois que c'est important qu'on puisse le dire et qu'on puisse du coup se donner tous les moyens pour préserver cette chose-là qui est absolument essentielle. Merci beaucoup. Je vais commencer à prendre les questions du chat, du coup. Il y en a un certain nombre. Alors, je commence avec celle-ci. On a observé dans les médias et les réseaux sociaux une forme de défiance envers le discours scientifique. Est-ce que ce néo-obscurantisme est spécifique à cette période de crise ou le syndrome d'un phénomène plus profond? Et comment y remédier pour en limiter les conséquences sur la santé publique? Vaste question. Je veux bien commencer, si vous voulez, pour dire que cette défiance, elle est très ancienne. Il y a des chapitres entiers, depuis l'Antiquité et même à la Renaissance, des chapitres entiers sur la défiance à l'égard de la médecine et à l'égard du savoir. Pour moi, il y a des moments vraiment cruciaux qui correspondent en fait à des moments d'évolution aussi des modes de transmission et de communication du savoir. Au début du XVIIe siècle, on a parlé d'une crise mélancolique et tout le monde s'affirmait mélancolique. Et c'était lié à une évolution du savoir et à l'accumulation de livres qui, brutalement, après l'invention de l'imprimerie, les livres se sont mis à arriver de manière massive, de manière quantitative, et on ne savait pas trop comment affronter cet accroissement de connaissances. Aujourd'hui, on est confronté au même type de situation, enfin de manière différente, mais les résultats sont assez proches, c'est-à-dire qu'il y a une évolution par les réseaux sociaux, par les moyens de communication qui font qu'on est inondé d'informations en permanence, et ça, c'est quelque chose aussi qui ne favorise pas le regard critique. Et donc voilà, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais c'est important du coup de s'en emparer et d'essayer de voir comment on peut lutter contre cette défiance. Voilà, c'était aussi le sens de mon intervention. Merci. Est-ce que Bruno Rioux voulait ajouter quelque chose là-dessus ou je passe aux questions suivantes? Non, juste dire qu'effectivement, c'est un phénomène ancien. Il est juste exacerbé par la société qu'on a actuellement, avec la multiplication des réseaux sociaux et de la diffusion d'informations fiables ou pas fiables. Faut apprendre à jouer avec ça. La seule chose qui me gêne, c'est quand des scientifiques passent du côté obscur de la force. C'est tout. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Merci. Alors, j'ai une question qui va peut-être davantage s'adresser à Monsieur Rioux. Quelles sont les prévisions pour cette immunisation collective? À quelle période sera-t-elle atteinte? Ça dépend d'une chose, c'est comment la maladie progresse. Aujourd'hui, on doit être probablement aux alentours, on va toucher les 20% de la population française qui aura été atteinte de Covid. Bon, et puis, combien de pourcentage on va vacciner? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à quelques pourcents de vaccination de la population. Donc, il faudra que l'un plus l'autre atteigne au moins 60-70%. Et la crainte est que ce chiffre classique de 2 tiers, c'est-à-dire de 60-70%, soit plus haut que ce qu'il est annoncé parce que des variants plus contagieux vont occuper le devant de la scène, occupent déjà le devant de la scène. Donc, grosso modo, il y a ces deux phénomènes, mais laisser l'épidémie se poursuivre avec son lot de décès, d'admissions en réanimation, de séquelles,
de conséquences sur le non-Covid, de conséquences sur le long Covid, ce n'est pas une bonne façon de faire. Et sur les vaccins, on dépend de la livraison par les industriels des vaccins en grand nombre. Et pour revenir à une comparaison internationale, il y aura un moment où on va tous se préoccuper de savoir comment se vaccinent les pays qui ont plus de difficultés, comme l'Afrique, parce qu'un jour ou l'autre, ça reviendra en boomerang. Merci. Alors, une question environnement maintenant. Y a-t-il un risque d'accroissement des épidémies à cause du changement climatique? Et ce risque peut-il encore être empêché ou seulement réduit? Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette question. Je vais juste dire très rapidement, le coronavirus, il n'y a pas besoin de crise environnementale, entre guillemets, ou climatique pour avoir droit au coronavirus. Ce qui ne veut pas dire que demain, il y aura des difficultés. Rappelez-vous juste la canicule de 2003, plus de 30 000 morts en France et non pas 15 000 comme on a pu le dire partout. Voilà, ça, ce genre de crise va être responsable dans l'avenir de façon plus importante de problèmes. Mais il n'y a même pas besoin de crise climatique pour avoir droit à la pandémie Covid. Donc, les deux choses sont importantes à prendre en compte pour limiter les dégâts des crises sanitaires. Très bien. J'ai également une question sur l'avenir des étudiants en médecine dans les années futures. Qu'est-ce que cette crise va changer d'un point de vue de notre exercice professionnel? Peut-être que tous les deux pourront répondre aussi à cette question. Bruno Rioux et Claire Crignon, pardon. Rapidement, d'abord, je voudrais remercier tous les étudiants de santé sur la façon dont la mobilisation s'est faite avec eux, notamment lors de la première vague. Ça a été juste extraordinaire. Je ne sais pas comment, à l'assistance publique, on aurait tenu sans leur renfort, à tous les niveaux. Il faut juste le rappeler, parce que ça a été considérable, avec un effet considérable. Je laisse Claire peut-être poursuivre. Je suis mal placée pour te dire quelles vont être les évolutions pour les étudiants en médecine, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour nous qui avons lancé ce master humanité biomédicale à la rentrée, même si cette crise est très difficile à vivre, cette année, voilà, j'ai envoyé une étudiante qui est là d'ailleurs, Enola, qui a posé des questions dans un service de réanimation, dans le service de réanimation de Bertrand Guidet à Saint-Antoine. Je crois qu'on progresse dans les collaborations et dans les choses qui sont faites entre étudiants des différentes facultés pour essayer de travailler ensemble et pour faire que cet échange entre les disciplines, ça ne soit pas juste un échange académique, mais que ce soit un échange qui suppose aussi que la réflexion accepte de se mettre sur le terrain. Et ça me semble aussi quelque chose de très important, en fait. C'est aussi à nous de nous retrousser les manches et de ne pas avoir peur. Et les médecins n'ont pas peur de nous faire venir dans leur service. Donc, il faut aussi accepter d'aller voir ce qui se passe directement. Et c'est ce que faisaient aussi les philosophes par le passé. Ils n'hésitaient pas à aller voir ce qui se passait directement avec les malades sur le terrain. Une remarque sur les étudiants. Un ami chinois me rappelait que l'idéogramme de crise, c'est le même que pour opportunité. Pour revenir à ce que ça va modifier dans les études, pas que médecine, parce que la médecine était déjà pour beaucoup dans l'enseignement à distance, ça va effectivement probablement modifier profondément la façon dont on enseigne, même si le tout distanciel n'a pas de sens. Et au-delà de ça, il y a un regret profond, c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre nos autorités que ce n'était pas dans les amphis qu'on se contaminait. Quand on utilise le sérum hydroalcoolique, quand on a de la distance, quand on a des masques, on ne se contamine pas. On n'a pas réussi à le faire comprendre. C'est un immense regret. Et potentiellement des conséquences chez les étudiants considérables. Merci. Je vais peut-être prendre une dernière question du chat. Le choc de la crise vient probablement du fait que ça nous concerne tous, soit par la maladie, soit par les restrictions. Qu'est-ce que cela dit de notre société sur le plan des relations intergénérationnelles, sur le plan de l'individualisme, sur le plan de la relation à notre mort, etc. C'est une grosse question, là. Ça nous concerne tous, mais d'une certaine manière,
Le cancer et le diabète nous concernent tous aussi, c'est-à-dire que je crois que là, on s'est trouvé dans une situation où on ne pouvait plus faire comme si la maladie et la mort étaient quelque chose d'invisible, tendance qui est quand même la nôtre spontanément, c'est-à-dire qu'on met de côté un petit peu ce qui évidemment nous dérange, hein. Et que finalement, cette situation de confinement, elle nous a aussi obligés à nous mettre dans une situation dont Pascal a très bien parlé, hein, qui est que l'homme déteste en fait se retrouver seul face à lui-même, entre quatre murs, à réfléchir à des questions du type je vais mourir, je peux tomber malade, etc. Mais voilà, je crois que là, effectivement, la question aussi qui est évoquée dans le commentaire là, est très importante, c'est la question du rapport entre les générations. Les choix qu'on a à faire en termes aussi d'accès à la réanimation pour des personnes très âgées. Tout ça, en fait, ce sont des questions qui ne peuvent pas être traitées simplement d'un point de vue sanitaire. C'est des questions sur lesquelles il faut un débat qui va engager l'histoire, la philosophie, la sociologie, l'éthique, le droit, enfin tout un tas de disciplines. Et voilà, ça, c'est aussi, ça fait partie de notre travail de nous emparer de ces questions-là et d'en parler aussi avec les médecins et d'avoir un débat de société aussi sur ces questions. Je crois que c'est très important. On organise fin mars des journées sur la participation en santé. Je crois qu'un des éléments clés aussi dans la gestion de cette crise, c'est ça, c'est d'impliquer davantage la société civile dans ces discussions et dans ces débats. Merci. Bruno Rioux, peut-être, vous vouliez… Récemment, en lien avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, on a ouvert la vaccination à tous les étudiants de santé qui étaient en contact avec des patients, donc quasiment tous. Dans ce cadre-là, je leur ai envoyé une invitation à aller se faire vacciner, où je rappelais qu'ils devaient se protéger eux-mêmes, même s'ils étaient jeunes, ne serait-ce que parce que perdre le goût et l'odorat, c'est pas très drôle pour le restant de sa vie, qu'il peut y avoir du Covid long, y compris chez les jeunes. Je leur disais aussi qu'ils devaient protéger leurs proches, parents, grands-parents, parce que ça circule essentiellement au niveau des familles, mais aussi ils avaient un devoir de soignants, bien qu'ils soient encore étudiants, ils sont considérés comme participants à l'équipe soignante et ils ont un devoir de protéger les patients qu'ils ont en charge, comme le reste de l'équipe. Et cette notion-là, on peut l'étendre à toute la population, se protéger, protéger ses proches, protéger l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, ce n'est pas simple, hein. Pourcentage de docteurs vaccinés, on est entre 30 et 40%, pas plus. Pourcentage de paramédicaux vaccinés, on est entre 20 et 25%, pas plus. Et là, il y a un problème. Mais ce problème est très ancien. En France, la vaccination pour la grippe n'est pas obligatoire pour les soignants, alors que celle de l'hépatite B l'est. On sait très bien que la grippe, tous les ans, tue des patients via les soignants qui l'attrapent. Et là, il y a tout un historique national autour de la vaccination qui fait qu'on n'était pas en bonne préparation sur le fait que tous les soignants devraient se vacciner et tous les étudiants de santé aussi. Alors, ça me donne l'occasion vraiment ça me donne une transition vers la dernière question qui est en lien avec la vaccination et que je vous posais à tous les deux. Êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire ? Alors, sur le principe, ça me semble une évidence. D'ailleurs, il y a des vaccinations obligatoires pour les soignants, hein. On ne peut pas exercer comme médecin à l'hôpital, on ne peut pas exercer comme infirmière à l'hôpital si on n'est pas vacciné contre l'hépatite B. C'est obligatoire. Maintenant, politiquement, décider cela maintenant, ça va être compliqué. J'aurais préféré que la décision soit prise pour la grippe il y a des années. On serait dans une meilleure position pour le faire. Et ce sera peut-être dur de faire comme certains directeurs d'hôpitaux israéliens qui ont décidé que les soignants non vaccinés ou qui refusaient de se vacciner, ils avaient droit à un congé sans solde. Ça va être compliqué, surtout qu'on est en pénurie de soignants et en grande difficulté avec une épidémie qui touche aussi les soignants. Claire Crillon, merci Monsieur Rioux. Claire Crillon, peut-être votre point de vue sur la question ? Alors, bon, pour moi, il n'y a pas d'hésitation en termes de santé publique, c'est-à-dire je considère que vraiment, voilà, la priorité, c'est vraiment de faire valoir la santé publique et que c'est ça qui peut évidemment conduire aussi à avoir cette position-là.
Mais je voudrais aussi souligner qu'il me paraît important aussi d'essayer de comprendre, non pas pour justifier, hein, mais de vraiment comprendre les raisons de la défiance ou des résistances qui peuvent s'exprimer. Et ça, je crois qu'il y a aussi tout un travail d'analyse à faire par rapport au passé, par rapport aux crises qui ont pu secouer le monde pharmaceutique, hein, Mediator, etc., toutes les affaires qui ont pu conduire à une certaine défiance. Et je crois qu'on ne surmontera pas ces réticences si on ne fait pas un travail, encore une fois, d'auto-évaluation honnête, comme le dit Jared Diamond. Un point de précision, à l'assistance publique, quand on regarde service par service, le pourcentage de vaccinés, par exemple sur les paramédicaux, ça peut aller de 10 à 100%. Donc, ce n'est pas forcément par le caractère obligatoire ou une campagne de communication gouvernementale qui n'aura pas forcément d'effet, mais par un contact direct, service par service, où il faut convaincre les réticents. Bon, les opposants totaux, on n'arrivera jamais à les convaincre, ce n'est pas grave. Sur une immunité populationnelle, ce n'est pas très important, ils sont probablement, allez, 10%, 15%, ce n'est pas ça qui va compter. Mais pour les soignants, il faut que chaque chef de service organise les discussions pour essayer de convaincre, et certains y arrivent déjà, ce qui montre aussi qu'il y a peut-être du travail à faire et que de l'espoir aussi sur ce plan-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 14 heures, donc il va être temps de conclure. Donc merci à nos deux intervenants, Claire Crignon et Bruno Rioux. Merci à tous pour vos questions et pour ces très riches échanges. 7 heures, je pense, nous a permis de croiser les regards et puis d'apporter un éclairage médical, sanitaire et philosophique sur la crise et non pas le choc qu'on traverse comme nous l'a bien expliqué Claire Crignon. Ce que j'ai pour ma part retenu de ces échanges, c'est d'abord l'expérience de dissonance qui a été décrite et qui a été vécue par l'ensemble des citoyens, mais aussi par le personnel soignant. Nous n'étions pas préparés à vivre cette crise exceptionnelle, tant du côté des soignants donc que de la société civile. Et puis, vous l'avez tous les deux montré, nous avons collectivement fait face. Bruno Rioux, vous avez pu évoquer la manière dont notre système de santé a affronté cette crise et s'est mobilisé. Et puis Claire Crignon, vous avez convoqué plusieurs auteurs, dont Jared Diamond, pour nous aider à comprendre comment les individus ont encaissé ce choc. Et puis, vous avez aussi relativisé le caractère inédit de ce qu'on traverse, puisque vous êtes revenu sur des crises précédentes comme la crise du sida, par exemple. Donc, on a pu revenir sur les leçons tirées de la première vague, et ça, c'était intéressant de l'entendre, au plan des stratégies sanitaires, sociales et politiques qui sont mises en place encore aujourd'hui. Et puis, avec aussi un retour intéressant sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire, surtout à l'université. Je pense que c'est une thématique très, très importante. Et puis, surtout, et ça me semble précieux, vous avez donné des pistes pour continuer à faire face à cette crise et puis pour peut-être moins la subir. Voilà, je rappelle la parution de l'ouvrage Sorbonavirus, courant avril, qui va réunir différentes contributions de scientifiques de Sorbonne Université sur leur analyse de cette crise du coronavirus. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre le 8 avril prochain, à la même heure, pour un autre webinaire qui va être consacré à la science au temps de la Covid. Donc, la science est-elle un sport de combat au temps de la Covid? C'est la question qu'on va se poser, avec l'idée d'apporter une réflexion sur les questions éthiques et politiques liées à la pandémie. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire, j'espère. Au revoir. Bonne journée à tous.